Bakhmout est-elle perdue pour Kiev? Est-ce que les Ukrainiens préparent la riposte? Et pourquoi Wagner veut-il partir si vite? Ce sont quelques-unes des questions, il y en a d'autres, s'agissant de Wagner, parce qu'on a assisté à beaucoup de déclarations contradictoires. On va essayer de dissiper le brouillard sur ce qui se passe à Bakhmout. Pour rappel, samedi, Wagner revendique la victoire de la ville avec une communication soignée. C'est Prigojine qui nous envoie ces images. Vous voyez ce qu'on appelle dans le jargon télé un 4 cases, c'est-à-dire qu'on juxtapose 4 cases avec des images différentes. C'est une technique. Eh bien, ce 4 cases, il a été envoyé par Prigojine, qui maîtrise parfaitement les codes de la télé et qui a donc illustré de cette façon très professionnelle, très soignée, la conquête, enfin, entre guillemets pour lui, évidemment, de cette ville de Bakhmout avec les partisans, les soldats qui brandissent des drapeaux. Moscou s'est empressé de vanter ses exploits. Regardez, ou plutôt écoutez cette présentatrice de la télé russe. Nous commençons par des informations opérationnelles en provenance de Bakhmout. Grâce aux actions offensives des détachements d'assaut, la ville est passée entièrement sous contrôle des forces russes. Entièrement sous contrôle des forces russes, et dans la foulée de cette présentation, des reportages russes qui illustrent à la télévision donc cette prise. Et alors, cerise sur le gâteau, last but not least, comme on dit, communiqué de Vladimir Poutine, qui félicite les unités d'assaut de Wagner, toutes les unités des forces armées aussi quand même, qui sont venues en soutien pour l'achèvement de l'opération ayant permis de libérer Bakhmout. Et là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que les Ukrainiens, eux, ne se déclarent pas complètement vaincus. Regardez ce post, comme on dit, cette publication du ministre de la Défense ukrainien ce matin. Ce matin même, non, les Ukrainiens ne se déclarent pas vaincus. Et c'est donc le ministre de la Défense ukrainien qui publie ces images avec ce qui semble être encore des combats dans la ville. Donc ils n'ont pas lâché. Est-ce que les Russes se sont précipités? On se posera la question. Mais revenons aux Ukrainiens, ils ne se déclarent pas vaincus. Ils prétendent maîtriser le terrain autour de la ville. Et c'est ce qui a retenu votre attention, Benjamin Cruard. Beaucoup de sérénité du côté ukrainien, du côté du commandant des forces terrestres, le général Syrski, qui dit hier, bien, écoutez, certes, dans Bakhmout c'est difficile, mais nous continuons d'avancer sur les flancs, et alors nous sommes en réalité proches en fait de l'encerclement tactique de Bakhmout. Alors, il faut regarder les cartes, les estimations des positions. On voit ce qu'on pourrait appeler une tenaille se décider. Quand il dit les flancs, vous avez effectivement une poussée comme ça au nord de Bakhmout. Et puis vous avez ici une poussée au sud de Bakhmout. Alors, les flèches que je viens de vous dessiner, elles font 5 à 10 km. Là où les Ukrainiens, au mieux, avancent de quelques centaines de mètres par jour. Donc l'encerclement, on ne le voit pas encore tout de suite. Ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un encerclement, il faudrait qu'il y ait un des flancs qui s'écroule. Là, les experts militaires regardent un peu le sud, là. Cette petite ville de Klishivka où c'est l'armée régulière russe qui est mise à l'épreuve avec des tirs d'artillerie pilonnés par l'armée ukrainienne où elle a déjà beaucoup reculé. Si jamais cette route devait être franchie, ça pourrait poser un gros problème aux Russes. Mais pour l'instant, force est de constater que même si cette zone est pilonnée, bien, Bakhmout, il reste encore beaucoup de villes, de routes ici à l'est pour ravitailler les Russes. Donc l'encerclement un peu prématuré aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Donc, il y a de la précipitation de part et d'autre ou pas? Général, à ce stade, nous avons besoin de vos lumières. Parce que nous sommes un peu, comme on dit, comme des poules devant un couteau. C'est pas la première fois que Prigojine crie victoire, mais là, il semblerait quand même qu'il ait pris la ville. Les Ukrainiens, eux, évidemment, disent que rien n'est perdu. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je dirais les deux, mon général. Ouais. Mais plus exactement, la vérité, c'est que les limites administratives de la ville ont probablement été conquises par les unités d'assaut de Wagner. Probablement. Il reste peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, mais ça n'a dire d'importance. L'essentiel de la ville est occupé, pas libéré, occupé, et la ville est détruite à 100%. Donc c'est une ville à la fois totalement détruite, qui est un amas de ruines, qu'il faut intégralement reconstruire. Il faut terminer probablement de détruire au bulldozer et intégralement reconstruire. Et c'est une ville qui est intégralement occupée aujourd'hui. Pour autant, les Ukrainiens ont raison.
de dire ce qu'ils disent. Ils disent, au fond, nous avons nos lignes de défense qui sont solidement établies à l'ouest de Bakhmout, qui n'ont pas été enfoncées, qui ne le seront pas dans un avenir proche, parce que tout le monde comprend que passer au travers de Bakhmout pour reprendre une opération d'exploitation offensive sur les lignes de l'armée ukrainienne, c'est très difficile. Et puis, ils nous annoncent une offensive à évaluer d'encerclement sur les flancs. Pour l'instant, nous n'en voyons que les tout premiers prémices. Nous voyons davantage une rectification de la ligne plutôt qu'une véritable offensive qui puisse se déployer. Peut-être que c'est ce qui se passera. Et c'est très difficile à dire aujourd'hui parce que les Russes sont alertés, ils se sont probablement préparés, ils ont visiblement une relève sur position dans quelques jours entre les unités de Wagner qui vont se retirer du champ de bataille, on en parlera tout à l'heure, puisque ça a été annoncé, et les unités russes qui vont prendre leur suite. Est-ce qu'il va y avoir effectivement cette capacité à venir contourner, encercler Bakhmout? C'est une possibilité parmi d'autres. Possibilité pour les Ukrainiens. C'est une possibilité pour les Ukrainiens parmi d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous parliez du brouillard de la guerre tout à l'heure, le brouillard de la guerre est entretenu à dessein par les Ukrainiens. Nous avons notre attention qui est fixée, polarisée, presque exclusive sur Bakhmout, qui ne sont que quelques kilomètres carrés, quelques kilomètres de front et quelques kilomètres carrés, alors que les Ukrainiens mènent une quantité d'autres opérations offensives ou de destruction dans la profondeur sur l'ensemble du front. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on va se demander si ce n'est pas un piège aussi pour les Russes, Bakhmout. Mais à propos de brouillard, d'ambiguïté entretenue par les uns et par les autres, la phrase hier, une des phrases hier du président Zelensky, alors franchement, était tout à fait dans ce registre. Écoutez-le. Si nos hommes avaient un risque d'être encerclés, nous savons très bien ce qu'il faut faire pour éviter qu'ils soient faits prisonniers par les ennemis. Aujourd'hui, ils remplissent leur tâche très importante à Bakhmout. Je ne vous dirai pas où exactement, mais Bakhmout n'est pas du tout occupé par la Fédération de Russie et cela ne peut pas être interprété autrement. Et il ajoute, je ne peux pas partager avec vous les opinions tactiques de nos militaires. Il pourrait y avoir une erreur. Voilà, c'est vrai qu'hier, c'était très très confus. Et manifestement, il y avait aussi la volonté des Ukrainiens de ne pas en dire trop, soit pour ne pas admettre la défaite, soit pour ne pas préciser les intentions et évidemment induire en erreur les Russes. Oui, le président Zelensky est comme tout décideur politique au carrefour de deux contradictions. La première, c'est évidemment de garder la sécurité des opérations. Il sait, au premier chef, ce qui va se passer, ce qui se déroule, l'état réel du front et des forces. Et ensuite, évidemment, en termes de communication politique, puisque nous sommes dans le temps de la communication politique, il n'admettra pas très probablement que cette ville est intégralement tombée dans les mains des Russes, parce qu'il considère qu'aujourd'hui encore, ces unités, et on le voit très bien sur cette carte, qui sont déployées à l'ouest de Bakhmout, sont capables d'infliger à la fois des frappes et des pertes sur les unités de Wagner aujourd'hui, de l'armée russe de demain, qui sont dans Bakhmout. Alors la question c'est, est-ce que c'est effectivement à dessein un piège? Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens ont pu lâcher l'affaire, comme on dit vulgairement, pour organiser maintenant un pilonnage extrêmement nourri des forces russes qui sont presque enfermées dans cette enceinte comme vous disiez, les frontières administratives de Bakhmout? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ce que vous dites là, on est obligé d'analyser un tout petit peu. Ce n'est pas l'hypothèse que je retiendrai comme le plus probable. Bakhmout a rempli son rôle. Bakhmout a rempli son rôle au cours de ces 7 ou 8 mois de combats intenses, puisque les unités de Wagner y ont été profondément touchées, que l'armée russe a été immobilisée, que les oppositions extraordinairement fortes entre les unités de Wagner et l'armée russe se sont fait jour à cette occasion. Est-ce que Bakhmout va continuer à jouer un rôle? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Bakhmout continue à jouer un rôle important dans le cadre de la stratégie globale
ukrainienne. Si la réponse est oui, parce qu'on considère qu'une offensive peut se dérouler, se déployer à partir de cette région, alors nous allons voir beaucoup d'opérations dans les jours et les semaines qui viennent pour préparer le terrain. Si la réponse est non, les offensives, naturellement, se passeront dans un autre portion de terrain que celui de Bakhmout. Dans ce cas-là, Bakhmout a joué son rôle et Bakhmout ne jouera pas un rôle important. Alors, il a joué son rôle, notamment, regardez, Régis Janté, par exemple, la citation de ce sergent Barny dans les colonnes du Figaro ce matin. Nous avons épuisé les Russes tout au long de l'hiver, ils ont eu faim, ils ont eu froid, ils ont perdu énormément d'hommes, la situation est mûre pour que nous commencions à regagner du terrain afin de couper leur ligne logistique. C'est un sergent qui évoque la situation à Bakhmout. Donc, ce rôle-là de la bataille de Bakhmout, ce sergent dit qu'elle est très utile, évidemment, dans cette guerre d'attrition, comme on dit, cette guerre d'épuisement des Russes. Effectivement. Ça peut être ça le but. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est le rôle de Bakhmout dans cette guerre qui n'était peut-être pas prévue au départ, qui s'est trouvé, de par les circonstances, effectivement, jouer ce rôle important. Je me souviens que, je crois que c'est au mois de mars, Prigojine parlait dans ses bisbilles, si j'ose dire, avec le ministère de la Défense russe, parlait d'une journée où il y avait eu plus de 100 morts, par exemple. Et on pense qu'il y a effectivement eu pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, plus de 100 morts par jour. Et je crois que ce week-end, au Japon, le président américain a parlé de 100 000 Russes qui, sur Bakhmout seulement, ont été mis hors combat, pas que des morts. Alors ça, ce chiffre, pardon, 100 000 Russes à Bakhmout, je me suis dit, il s'est trompé là, 100 000, c'est pas le bilan de Bakhmout. Pas mort, pardon, pas crime mort. de lèse-majesté à l'égard du président américain. Mais en général, hors de combat. En général, il est assez précis. En général, il est assez précis sur les chiffres. Il n'est pas fabulateur. Non, écoutez, si vous prenez Prigojine, qui parle de 100 morts par jour, imaginez que pendant 3 mois, on est 100 morts ou plus par jour du côté russe. Ça fait déjà 10 000 morts. Ça veut dire qu'en termes de blessés, je parle de 3 mois. La bataille a duré 8 mois à peu près. 10 000 morts, admettons, ça veut dire 40 000 hommes hors de combat, probablement, blessés, 10 morts. ou 20 000 morts, pardon, ça c'est un chiffre qui avait été donné, et le reste, pardon, pour atteindre les 100 000, 80 000 blessés. Oui. C'est ça. C'est pas complètement, c'est pas farfelu. Ça donne un ordre d'idée, on ne sait pas quelle est la réalité, mais ça montre quel est certainement le rôle de Bakhmout, en effet. C'est monstrueux, bien sûr. Comme chiffre. Hors combat, pas mort. Oui, hors combat. Mais hors combat, ça veut dire que les hommes ne peuvent plus être mobilisés pour la suite. Et probablement, côté ukrainien, ça a été aussi désastreux en termes de morts, effectivement. Mais ça donne une idée de ce qu'a été Bakhmout, de comment ça a pu être utilisé de part et d'autre, et comment ça pourrait l'être aussi dans les temps à venir encore. Une analyse du New York Times ce matin, qui va dans ce sens-là, de l'affaiblissement des Russes. Maintenant que la Russie a apparemment pris la ville, elle doit la conserver. L'Ukraine, cependant, prévoit de rendre cette proposition difficile en faisant pleuvoir de l'artillerie sur les forces russes occupant Bakhmout. Selon des responsables ukrainiens, les analystes militaires disent que si Moscou continue d'envoyer des renforts pour défendre la ville, cela pourrait affaiblir la capacité des forces russes à repousser une contre-offensive plus large que l'Ukraine dit être sur le point de commencer. On est toujours dans l'idée du piège qui avait été tendu aux Russes pour finalement leur porter un coup, non pas fatal, mais suffisamment important pour qu'ils ne puissent pas ensuite reprendre leur souffle. C'est du judo, alors. Pour une ville perdue. Stratégique et très très faible en réalité. Thierry Bolton. Alors, écoutez, dans cette affaire-là, il y a un double symbole qui est intéressant, qui sont soit russes, soit ukrainiens. Du côté ukrainien, Bakhmout est considéré comme Verdun, si je puis dire, un endroit où on résiste, etc. Du côté russe, c'est Stalingrad. C'est exactement ça, c'est une ville symbolique que l'on prend et qui montre le tournant de la bataille, si je puis dire. Évidemment, l'un et l'autre, à mon avis, comme toute propagande, n'est pas tout à fait dans la réalité. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là aussi, c'est un petit détail, mais les petits détails sont toujours intéressants en guerre. Et surtout, quand on a affaire à un pays dictatorial comme celui qui est la Russie de Poutine, c'est l'hommage qui a été rendu par Poutine à Wagner. On voulait y venir après, mais bon. Mais c'est quand même très intéressant, parce que sur ce plateau, nous avons été souvent divisés sur Prigojine. Il y en a qui disaient qu'il s'opposait pour avoir des ambitions, qu'il était détesté, qu'il était bien sûr en opposition par rapport à l'armée russe, etc., mais qui jouait ça. Vous permettez, on regarde le communiqué sur lequel, effectivement, nous sommes arrêtés, vous avez raison. Hier, donc, communiqué de Poutine qui
félicite les unités d'assaut de Wagner, de même que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien nécessaire et qui ont couvert leur flanc pour l'achèvement de l'opération. Ce qui nous intéresse, c'est la félicitation des unités d'assaut de Wagner. C'est une légitimation de Wagner. C'est comme ça que de fait, c'est une légitimation. De fait, c'est une. Alors qu'on a toujours dit que l'armée était en opposition, ce qui est vrai d'ailleurs, et que Prigojine, vous savez, a sonné plusieurs fois la sonnette d'alarme en disant j'ai pas d'armes, j'ai pas. Bon. Et aujourd'hui, on a toujours dit qu'à un moment donné, Prigojine allait gêner Poutine, etc. Bon, moi, je trouve que cette reconnaissance de Wagner par Poutine et finalement montre ce que j'ai personnellement toujours pensé. Excusez-moi, c'est qu'il était le fou du roi. C'est-à-dire que la personne qui est utile à Poutine, qui évidemment dit des choses que les autres n'osent pas dire, mais qui est forcément un aiguillon par rapport à l'armée russe. Et donc aujourd'hui, il est couronné en tant que serviteur, si je puis dire, des causes poutiniennes. On pourrait dire que c'est un baiser de la mort. On le remercie, vous savez, comme on remercie à double sens. Merci, Poutine, mais aussi au revoir. Prigojine, il va repartir parce qu'il a du business à faire et du business qui est très on y revient tout à l'heure. Très rentable pour Poutine aussi. Alors, ça vous a surprise ou pas, Vera, ce communiqué de Poutine de félicitations à Wagner? Ça peut être étonnant compte tenu qu'en Russie, l'activité des groupes militaires privés est interdite par la loi. Donc, le fait que le président félicite un groupe qui est normalement n'est pas légal en Russie, c'est quand même, ça peut surprendre, voilà. Mais en Russie de Poutine, ça ne surprend pas parce qu'on sait que la vraie politique se passe hors la loi en fait, et la loi ne joue aucun rôle, la Constitution non plus en Russie. Après, si on revient un peu vers Prigojine, je sais pas si c'est le bon moment. Non, allons-y. On ne peut pas. Malheureusement, elle est devenue incontournable quand on parle de la Russie, voilà. Mais bien sûr, il ne faut pas simplifier la politique russe. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas le voir ni comme quelqu'un qui est en opposant à Poutine, qui va le remplacer le lendemain, ni comme quelqu'un, à mon avis, qui est en marionnette absolue, qu'on manipule chaque jour par les SMS ou par les ordres directs. Il est entre les deux, mais il y a le fait quand même qu'il est quelqu'un, un acteur qui dépasse régulièrement les règles établies par Poutine. Il y a plusieurs preuves, et même ici... Mais ça n'empêche pas Poutine de le féliciter dans un communiqué très très officiel. Ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Poutine, parce que Poutine joue sur les contradictions de différents groupes. Et ici, en fait, cette déclaration, ça montre une tentative de réconcilier le conflit qui est devenu, à mon avis, qui a dépassé toutes les limites, qui a en fait débordé et qui ne servait plus aux intérêts de Poutine, qui est devenu trop public. Parce que les conflits, en général, entre les élites, ça sert toujours à Poutine, parce que comme ça, il divise et il règne mieux. Mais ici, ça a dépassé tout. Mais si vous écoutez bien ce que disait Wagner, ce que disait Prigojine quand il déclarait la victoire, en fait, il a fait quand même une piqûre en montrant qu'il ne joue pas à 100% sur les règles qu'on lui impose. Parce que si vous écoutez bien, il a dit que je remercie qui ? Il n'a pas remercié ni Shoigu, ni Gerasimov. Il a remercié Surovikin, qui est son ami. Alors, vous parlez de Prigojine. Et Mezintsev, c'est un autre général haut placé, qui, en fait, a joint le groupe de Wagner il y a quelques semaines. Ce qui nous frappe, c'est plutôt les félicitations de Poutine à l'égard de Prigojine. Et c'est vrai que vous êtes d'accord pour dire que c'est la première fois, quand même, que, d'une certaine façon, le président russe rend hommage. Ouais, à ce niveau-là. Il dépose des hommages aux pieds de Prigojine. Est-ce que c'est pour mieux s'en débarrasser après? Bon, maintenant, tu as fait le boulot, on te remercie. Non, dit Thierry Voltan. Non, Régis Janté. Il va garder son utilité. Je pense que... Enfin, je suis un peu en désaccord, pas en désaccord, mais je pense qu'il faut voir d'abord que cette unité, elle n'a pas été créée par l'initiative de M. Prigojine qui décide d'avoir une armée privée. Et on a quand même pas mal d'informations, même si on aimerait en avoir plus, mais comme quoi cette unité a été créée par le renseignement militaire russe. Oui, le GRU. Et d'ailleurs, et je l'avais dit d'ailleurs sur votre entraîne il y a quelques jours, Prigojine a des généraux de l'armée russe qui n'ont pas été démis de leurs fonctions, qui sont toujours généraux, qui perçoivent leur salaire, comme ceux que vous avez nommés, Surovikin et Mezintsev. Mezintsev était en charge de toute la logistique de tout le front ukrainien, qui aujourd'hui travaille directement pour Prigojine. Donc pour moi, c'est une illustration parfaite du fait que c'est une sorte d'excroissance du ministère de la Défense, avec sa marge de manœuvre, confiée à un gérant qui fait un peu ce qu'il veut de temps en temps. Mais en réalité, c'est plus une mise en scène des conflits internes à l'armée russe, avec sans doute une aile
alors je ne sais pas comment l'appeler, si c'est une aile dure ou pas, avec quelqu'un comme Surovikin, qui était, on l'appelait le boucher d'Alep, je crois. Vous voyez, donc c'est plutôt cette aile-là, alors que Gerasimov et Shoigu sont plutôt plus présentables. Un peu plus présentables, exactement, même s'ils assument tout ce que fait leur armée. Mais ça ressemble presque plus à un conflit intramilitaire, dont de temps en temps, il y a une excroissance, que de temps en temps on laisse un peu libre, que de temps en temps on reprend en main, et tout ça pour faire des choses que l'armée ne peut pas faire. Entre autres, donc il a bien ses deux fers au feu. Entre autres, absolument. Entre autres, on ne peut pas imaginer... toutes les rumeurs sur Poutine a lâché Prigojine, etc., tombent d'un coup avec le communiqué inédit de ce week-end. Ça ne veut pas dire qu'un jour, peut-être, qu'on retrouvera M. Prigojine assassiné, etc. C'est pas impossible. Oui, parce que certains disaient qu'il était plus près de la porte. Parce que ça crée beaucoup de tensions à l'intérieur de l'armée. Vous savez, dans cette affaire-là... il peut y avoir des vengeances. Absolument, comme on le voit, par exemple, sur le blogueur assassiné, on peut avoir un fort soupçon que ça vienne de l'intérieur de l'armée, par exemple. C'est des gens qui ont critiqué l'armée. Là, vous revenez sur l'attentat de Saint-Pétersbourg. Non, j'essaye de raccrocher. Voilà. J'essaye. Général, un mot sur ce Prigojine félicité par Poutine. Je trouve que je partage grandement ce qui a été dit sur Prigojine. Le lien entre Prigojine et Poutine, nous l'avons déjà dit la semaine dernière sur ce même plateau, c'est un lien qui est étroit. C'est un lien de naissance. C'est un lien qui est véritablement tellement fort que quelles que soient les extravagances ou les attaques absolument insensées qu'a porté Evgeny Prigojine à l'égard des généraux de l'armée russe, ça n'a jamais été considéré comme étant un crime de lèse-majesté. Dans n'importe quelle armée du monde, dans n'importe quel autre pays, il aurait à minima été relevé, mis aux arrêts de forteresse. Dans d'autres pays, empoisonné, exécuté. Là, il n'est ni empoisonné, ni exécuté, ni relevé, ni même mis en garde, semble-t-il. Et donc, ça montre bien qu'il obéit au chef suprême, il obéit directement au chef suprême et aux intérêts du chef suprême. C'est intéressant dans le communiqué du président Poutine sur lequel vous attiriez notre attention. C'est quand même, il y a une différence de nature très sensible dans le communiqué entre ce qu'il considère être les unités d'assaut de Wagner qui ont mené les unités d'assaut. C'est elles qui ont porté ce combat, alors que l'armée russe n'a joué qu'un rôle de couverture et de soutien. Ouais. C'est-à-dire que l'effort il y a une hiérarchie, c'est ça que vous relevez. Sur Bakhmout, oui, c'est une vraie hiérarchie entre des unités d'assaut et des unités de couverture et de soutien. Vous avez une vraie hiérarchie dans toutes les armées du monde et dans toutes les opérations du monde. Celle qui mène l'assaut mène le combat principal. Celle qui mène les opérations de couverture et de soutien qui sont tout à fait nécessaires, le soutien logistique et la couverture au loin, sont des unités secondaires. Donc vous, en fait, ce que vous soulignez, que l'hommage dont on parlait, il est encore plus fort quand on lit le communiqué. C'est un hommage très très fort, c'est la reconnaissance. Il met au-dessus l'action de Prigojine et derrière, vraiment derrière l'armée. Absolument, c'est la reconnaissance du rôle de Wagner, c'est la reconnaissance du rôle premier de Wagner dans l'opération de Bakhmout. Ce que revendique Prigojine à de multiples reprises. Vous vous souvenez qu'il y a 3-4 mois, des unités aéroportées russes avaient été engagées également dans la bataille en termes d'assaut sur Bakhmout. Mais Prigojine avait dit 90 ou 95% de l'effort est un effort de Wagner. Ça, c'est un communiqué extraordinairement important au plan politique. Donc vous êtes tous d'accord quand même pour qu'on prenne ce communiqué de félicitations au premier degré. Ça n'est pas le baiser de la mort, ça n'est pas une façon de le congédier. Mais pardon, Thierry Bolton, on va y revenir dans quelques instants parce qu'il a dit qu'il partait jeudi. Wagner. Ah oui, ça se Il faut. Et ben voilà. Donc le fou du roi quitte le terrain. On fait une petite pause et on y revient tout de suite. N'en faites pas. On reste ensemble.